Je me souviens encore de leur visage, le sourire victorieux sur les lèvres alors qu'ils levaient leur verre de champagne dans mon salon. Ma propre maison, celle que j'avais achetée il y a 40 ans avec ma défunte épouse, celle où j'avais élevé ces 3 ingrats qui trinquaient maintenant à leur liberté financière, sans même me proposer un verre. « À notre nouvelle vie sans dette !» s'est exclamé mon fils aîné en riant. « Et à notre père qui n'aura plus à nous rappeler constamment ce qu'il fait pour nous !» Des rires ont éclaté. Même ma fille, que je croyais plus sensible, s'est jointe à eux. J'étais debout dans l'encadrement de la porte, invisible. Un fantôme dans ma propre maison à 76 ans. C'était il y a 3 semaines. Aujourd'hui, je me tiens dans le bureau somptueux de leur patron, un dossier à la main qui pourrait détruire non seulement leur carrière, mais aussi celle de tous leurs collègues. Le directeur me regarde avec une expression qui oscille entre l'incrédulité et l'horreur. « Monsieur Noah, êtes-vous absolument certain de ce que contiennent ces documents ?» Je hoche simplement la tête, mon regard ne vacillant pas. Chaque fraude, chaque détournement, chaque mensonge, tout est là. Il se lève brusquement, son visage pâlissant à vue d'œil. Vous réalisez que vos propres enfants seront licenciés, poursuivis, peut-être même emprisonnés. J'achève sa phrase avec un calme qui semble le déstabiliser davantage. Oui, je le sais parfaitement. Il décroche son téléphone. Faites venir immédiatement Axel, Marius et Mia dans mon bureau. Puis, se tournant vers moi, vous êtes sûr de vouloir être présent quand je leur annoncerai? Un léger sourire se dessine sur mon visage ridé. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Avant que je vous raconte comment nous en sommes arrivés là, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour une famille qui vous a trahi? Paris, sous un ciel gris de décembre. La neige tombait doucement sur les toits des immeubles haussmanniens, transformant la ville en une carte postale hivernale. Dans mon appartement du 16e arrondissement, je regardais par la fenêtre, une tasse de café refroidissant entre mes mains tremblantes. Le chauffage fonctionnait à plein régime, mais un froid persistant semblait s'être logé dans mes os depuis quelques années déjà. Mon téléphone vibra sur la table basse. C'était Axel, mon fils aîné, la cinquantaine bien entamée, divorcé 2 fois et toujours aussi prompt à me demander de l'aide financière. Je soupirais avant de décrocher. « Papa, c'est moi. » Sa voix semblait tendue. Je savais déjà ce qui allait suivre. « Bonjour mon fils », répondis-je, tentant de masquer ma lassitude. « J'ai un problème. La banque menace de saisir mon appartement. J'ai 3 mois de retard et… » Je fermais les yeux. Combien de fois avions-nous joué cette scène? 10, 20. J'avais arrêté de compter après sa première faillite, il y a près de 15 ans. Combien? Demandai-je simplement. Un silence puis 38 000 €. Je sentis mon cœur se serrer. La somme était considérable, même pour moi qui avais économisé toute ma vie. Ancien directeur financier dans une grande entreprise pharmaceutique, j'avais mis de côté une retraite confortable, mais pas inépuisable. Je te promets que c'est la dernière fois, ajouta-t-il précipitamment. J'ai de bonnes perspectives au bureau, une promotion qui se profile. D'ici 6 mois, je pourrai commencer à te rembourser. Mensonge, toujours les mêmes. Mais que pouvais-je faire? Le laisser perdre son toit? Il avait beau avoir 53 ans, il restait mon fils. Je passerai à la banque demain, concédai-je finalement. Merci papa, tu es le meilleur. Sa voix s'était soudainement éclaircie. On se voit à Noël alors? C'est chez Mia cette année. Bien sûr, répondis-je, comme chaque année. À peine avais-je raccroché que mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Marius, mon cadet. 48 ans, mais l'irresponsabilité d'un adolescent. « Papa, comment va mon père préféré aujourd'hui ?» Son enthousiasme forcé ne présageait rien de bon. Je m'assis lourdement dans mon fauteuil, préparant mentalement mon chéquier. « Que se passe-t-il, Marius ?»« J'ai une opportunité incroyable. » Commença-t-il avec cette excitation qui caractérisait tous ses projets voués à l'échec. « Un investissement dans une start-up qui va révolutionner le marché du… » « Combien ?» l'interrompis-je, trop fatigué pour l'écouter me vendre son énième plan infaillible. 25 000. « Mais c'est un prêt et pas un don. »
Je te rembourserai avec les intérêts dès que je t'enverrai un virement demain, dis-je, sachant pertinemment que je ne reverrai jamais cet argent. Tu es formidable. Je t'invite au restaurant pour te remercier. La semaine prochaine, peut-être? Bien sûr, répondis-je, sachant que cette invitation serait oubliée dès que l'argent serait sur son compte. Puis ce fut au tour de Mia, ma Benjamine, ma princesse, 45 ans, mariée à Robin, un homme que je n'avais jamais vraiment apprécié. Trop lisse, trop calculateur. Papa, c'est horrible, sanglota-t-elle au téléphone. Le toit de la maison, une fuite importante. L'assurance refuse de couvrir entièrement et 52 000 € pour sauver leur maison familiale. Comment refuser? 3 appels, 3 demandes, 115 000 € en une seule journée, presque un quart de mes économies de toute une vie. Le lendemain, je me rendis à ma banque et organisai les virements nécessaires. Mon conseiller me regarda avec un mélange de pitié et d'inquiétude. « Monsieur Noah, c'est la 3e fois cette année que vous effectuez des virements importants vers ces mêmes comptes. » Je haussai les épaules. « Ce sont mes enfants. » « Justement, » insista-t-il gentiment. « À ce rythme, dans quelques années, je sais, le coupai-je. Mais que voulez-vous que je fasse? Les laisser dans la difficulté? » Il n'insista pas davantage, mais son regard en disait long. Je sortis de la banque avec un sentiment de vide. Le ciel de Paris semblait encore plus gris, la neige plus froide. Sur le chemin du retour, je décidai de faire un détour par l'entreprise où travaillaient mes 3 enfants. Une grande société d'import-export où ils avaient tous réussi à se faire embaucher au fil des années, grâce à mes relations d'ailleurs. Axel était responsable des comptes clients, Marius s'occupait de la logistique et Mia dirigeait le service marketing. Ils gagnaient bien leur vie. Très bien même, ce qui rendait leur demande d'argent constante encore plus incompréhensible. Je n'avais pas prévenu de ma visite. Je voulais simplement les inviter à déjeuner, peut-être pour me rassurer, pour me convaincre que mes sacrifices en valaient la peine. Dans le hall imposant de l'immeuble moderne, je demandai à l'accueil de les prévenir de ma présence. La jeune réceptionniste me fit un sourire poli et les appela. 10 minutes passèrent, puis 20. Je commençais à m'impatienter lorsqu'un message apparut sur l'écran de mon téléphone. C'était Mia. « Désolé papa, journée très chargée, impossible de déjeuner. Une autre fois. » Presque simultanément, des messages d'Axel et de Marius arrivèrent avec des excuses similaires. J'étais là, dans ce hall impersonnel, invisible pour mes propres enfants, alors que je venais de vider mes comptes pour eux. Je m'apprêtais à partir quand une voix m'interpella. « Monsieur Noah, c'est bien vous ?» Je me retournai pour voir un homme élégant d'une 60aine d'années s'avancer vers moi, main tendue. Clément Durand, le PDG de l'entreprise. Nous nous étions rencontrés quelques fois lors de dîners d'affaires, il y a des années. « Clément » répondis-je en lui serrant la main. « Quelle bonne surprise! Que faites-vous ici? Venez-vous voir vos enfants ?» Je hochai la tête, un peu embarrassé. Ils sont apparemment trop occupés pour leur vieux père. Son regard s'assombrit légèrement. « Occupés? J'en doute fort. Venez, laissez-moi vous offrir ce déjeuner qu'ils vous ont refusé. » Surpris par cette invitation inattendue, j'acceptai. Nous nous dirigeâmes vers un restaurant gastronomique à quelques pas de là. Pendant le trajet, Clément m'expliqua qu'il avait toujours admiré mon travail dans l'industrie pharmaceutique et qu'il regrettait que nous n'ayons jamais eu l'occasion de collaborer plus étroitement. Une fois installés à table, la conversation dévia naturellement vers mes enfants. « Ils doivent être fiers d'avoir un père comme vous », dit-il en sirotant son vin. Je souris faiblement. Je ne suis pas sûr qu'ils pensent souvent à moi, sauf quand ils ont besoin d'argent. Il fronça les sourcils. « Besoin d'argent, avec les salaires que je leur verse ?» Je faillis m'étouffer avec mon eau. « Pardonnez-moi, mais quel salaire exactement ?» Clément me donna des chiffres qui me firent tourner la tête. Mes enfants gagnaient chacun plus de 15 000 € par mois, sans compter les primes trimestrielles substantielles. Mais alors, commençai-je, confus. Pourquoi me demande-t-il constamment de l'aide financière? Axel prétend être au bord de la saisie.
Marius a besoin d'investir dans je ne sais quelle start-up et Mia affirme que son toit s'effondre. Le visage de Clément se durcit. Axel vient d'acheter une villa à Cannes. Marius s'est offert une Porsche neuve le mois dernier. Et quant à Mia et son mari, ils partent aux Maldives la semaine prochaine pour 3 semaines. Première classe, hôtel 6 étoiles. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Toutes ces années de sacrifices, ces centaines de milliers d'euros donnés, pour des mensonges. Je suis désolé, Noah, dit doucement Clément en posant sa main sur mon bras. Je pensais que vous étiez au courant. Le repas se poursuivit dans une atmosphère tendue. Je mangeais mécaniquement, sans goûter les plats raffinés qu'on nous servait. Mon esprit tournait à toute vitesse, revisitant chaque demande d'argent, chaque excuse, chaque promesse de remboursement jamais tenue. Il y a autre chose que vous devriez savoir, ajouta finalement Clément, alors que nous prenions un café. Nous avons lancé un audit interne il y a quelques semaines. Des irrégularités sont apparues dans plusieurs services. Rien de concluant encore, mais... Il laissa sa phrase en suspens, mais son regard en disait long. Je compris soudain pourquoi il avait accepté si facilement d'embaucher mes 3 enfants malgré leurs qualifications moyennes. Il me faisait confiance, à moi, l'ancien directeur financier réputé pour son intégrité. Vous pensez qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose d'illégal ? Demandai-je, la voix tremblante. Clément soupira. Je n'ai pas de preuves, Noah. Juste des soupçons. Mais l'audit devrait nous éclairer dans les prochaines semaines. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais plus vieux et plus fatigué que jamais. La trahison de mes enfants me pesait comme une chape de plomb. J'allumais mon ordinateur et me connectais à ma banque en ligne. Les virements étaient bien partis. 115 000 euros. Partis financer non pas des dettes ou des réparations urgentes, mais des villas, des voitures de luxe et des vacances paradisiaques. Je me servis un verre de cognac, le premier depuis des années, puis un deuxième. Au troisième, une résolution commença à se former dans mon esprit. Je n'allais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Le lendemain matin, je me rendis dans les locaux de leur entreprise, déterminé à confronter mes enfants. Mais en arrivant, je fus accueilli par un Clément Durand visiblement perturbé. « Noah, nous devons parler, en privé. » Il m'entraîna dans son bureau et ferma soigneusement la porte derrière nous. « L'audit a été accéléré, » m'expliqua-t-il en me tendant un dossier. Suite à une alerte interne, les résultats sont accablants. J'ouvris le dossier avec appréhension. Des tableaux financiers, des copies de transactions, des emails imprimés. Tout pointait dans la même direction. Un système élaboré de détournement de fonds mis en place depuis près de 3 ans. Les principaux acteurs, Axel, Marius et Mia, avec la complicité de Robin, le mari de cette dernière. Des millions d'euros, murmura Clément. Ils ont détourné des millions en falsifiant des contrats, en créant des sociétés fantômes, en manipulant la comptabilité. Je sentis mes jambes faiblir et m'effondrer dans un fauteuil. Mes enfants, mes propres enfants. Non seulement ils m'avaient menti et exploité, mais ils étaient aussi des criminels. « Qu'allez-vous faire ?» demandai-je, la bouche sèche. « Je n'ai pas le choix, Noah. Je dois les dénoncer aux autorités. C'est une fraude massive. » Je hochai lentement la tête, essayant d'assimiler l'ampleur de la situation. Puis une pensée me traversa l'esprit. « Ces preuves, pouvez-vous me les confier pendant quelques jours, avant d'aller à la police ?» Clément me regarda avec surprise. « Pourquoi? Que comptez-vous faire ?»« J'ai besoin de comprendre, » répondis-je simplement. De voir par moi-même jusqu'où va leur trahison. Après un long moment d'hésitation, il accepta. 3 jours, Noah. Pas un de plus. Je rentrai chez moi, le précieux dossier sous le bras, un plan commençant à se former dans mon esprit. Ce soir-là, je reçus un message groupé de Mia. Noël chez nous le 24 comme prévu. Apporte ton fameux gâteau au marron. Comme si tout était normal. Comme si elle et ses frères ne m'avaient pas volé des centaines de milliers d'euros au fil des ans. Comme s'ils n'étaient pas en train de ruiner la réputation de l'entreprise qui les employait. Je répondis simplement « J'y serai ». Les 3 jours suivants, j'étudiai méticuleusement chaque document du dossier. Ce que j'y découvris dépassa mes pires craintes.
Non seulement mes enfants avaient mis en place un système de détournement sophistiqué, mais ils s'apprêtaient à franchir une nouvelle étape. Vendre des informations confidentielles à un concurrent direct, une transaction qui leur rapporterait plusieurs millions d'euros. La date prévue ? Le 26 décembre, juste après Noël. Le soir du réveillon arriva. Je me rendis chez Mia et Robin avec mon gâteau au marron et un sourire de façade. Leur maison était somptueuse, décorée avec goût pour les fêtes. Un immense sapin croulait sous les cadeaux luxueux. Des odeurs délicieuses s'échappaient de la cuisine. Axel et Marius étaient déjà là, verre de champagne à la main. Ils me saluèrent avec une affection que je savais maintenant factice. « Papa, tu as l'air fatigué », s'exclama Mia en m'embrassant sur la joue. « Les virements sont bien arrivés ? Tu n'as pas eu de problème avec la banque ?» Je souris. « Non, tout s'est bien passé. Le toit est réparé ?» Elle échangea un regard rapide avec Robin. « Oui, tout est réglé. Viens, installe-toi. » Le dîner fut somptueux. Fruits de mer, chapon aux morilles, champagne millésimé. Un repas qui coûtait probablement plus que ce que beaucoup de familles dépensent en un mois. Et moi, assis là, à observer ces étrangers qui étaient mes enfants, je me demandais comment j'avais pu être aussi aveugle pendant toutes ces années. Après le dessert, alors que nous passions au salon pour les cadeaux, je remarquai quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucun paquet avec mon nom dessus sous le sapin, pas un seul. Mia distribua les cadeaux à tout le monde. Axel, Marius, Robin, elle-même. Mais rien pour moi. Je restais silencieux, observant leur visage pour voir si l'un d'eux réaliserait l'oubli. Mais personne ne sembla le remarquer, ou s'en soucier. Et pour papa, finis-je par demander calmement. Un silence gêné s'installa. Mia et Axel échangèrent un regard, tandis que Marius examinait soudainement le fond de son verre avec un intérêt particulier. « Oh !» fit finalement Mia avec un rire forcé. « On a pensé que, tu sais, à ton âge, tu n'avais plus vraiment besoin de cadeaux. Et puis, tu nous as déjà tellement donné cette année. » Je hochai lentement la tête, un sourire triste aux lèvres. « Je comprends. Effectivement, je vous ai beaucoup donné. » La soirée se poursuivit, mais une tension palpable flottait désormais dans l'air. Mes enfants semblaient mal à l'aise, évitant mon regard, parlant entre eux à voix basse. Je les observais, ces étrangers qui partageaient mon sang, mais pas mes valeurs. Vers minuit, alors qu'ils ouvraient une énième bouteille de champagne, je décidai qu'il était temps. « J'ai quelque chose à vous annoncer », dis-je en me levant. Ils se tournèrent vers moi, surpris par le ton sérieux de ma voix. « Je sais tout », poursuivis-je calmement. « Les villas, les voitures, les vacances. Je sais que vous m'avez menti pour obtenir de l'argent, et je sais aussi pour la fraude chez Durand & Associés, les détournements, la vente prévue d'informations confidentielles. » Leurs visages se décomposèrent en un instant. Marius renversa son verre. Axel devint livide. Mia porta une main tremblante à sa bouche. « De quoi tu parles, papa ?» tenta Axel avec un rire nerveux. Je sortis mon téléphone et leur montrai les photos des documents incriminants que j'avais prises. De ça, de vos crimes, de votre trahison. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Puis Marius se leva brusquement. « Ce sont des affaires d'adultes, papa, » dit-il avec dédain. « Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde des affaires aujourd'hui. On ne fait rien d'illégal, juste des arrangements. Des arrangements à plusieurs millions d'euros, répliquai-je. Qui pourrait vous envoyer en prison pour de nombreuses années ?» Mia s'approcha de moi, les yeux soudain humides. « Papa, tu ne ferais pas ça, pas à tes propres enfants. On est ta famille. » Je la regardais droit dans les yeux, cette fille que j'avais tant aimée, pour qui j'aurais tout sacrifié. Ma famille, vraiment? Celle qui me ment, qui me vole, qui m'exclut de sa liste de cadeaux de Noël après que j'ai vidé mes économies pour elle? Robin intervint alors, avec cette voix doucereuse que j'avais toujours détestée. « Voyons, beau papa, nous pouvons arranger ça. Après tout, ces documents ne devraient jamais tomber entre les mains de Clément ou de la police. Ce serait
Dommage pour tout le monde. Je compris soudain ce qu'ils pensaient. Ils croyaient que je venais les faire chanter. Je ne veux pas votre argent, dis-je fermement. Je veux juste comprendre comment mes propres enfants ont pu devenir ça, des menteurs, des voleurs, des êtres sans scrupules ni reconnaissance. Axel s'approcha, tentant une autre approche. Papa, écoute, on a fait des erreurs, c'est vrai, mais on peut changer. Donne-nous une chance, ne va pas voir Clément avec ses documents. Je les regardais tour à tour, ces trois adultes que j'avais élevés avec amour et qui me considéraient maintenant comme un obstacle à éliminer ou à acheter. J'ai déjà vu Clément, annonçai-je finalement. Il m'a donné ses documents. Leurs visages exprimèrent une terreur soudaine. Quand ? Souffla Mia. Il y a 3 jours, il m'a accordé ce délai avant d'aller voir les autorités, pour que je puisse comprendre. 3 jours, répéta Marius, blême. Ça veut dire que demain, je hochai la tête. Demain tout sera fini, à moins que quoi, s'empressa de demander Axel. Dis-nous, papa, on fera n'importe quoi. Je les observai un long moment. Ces visages anxieux, ces mains tremblantes, ces regards suppliants. Ils avaient peur. Non pas de me perdre, mais de perdre leur confort, leur liberté, leur réputation. À moins que vous ne confessiez tout à Clément demain matin, que vous remboursiez chaque centime détourné, que vous abandonniez cette idée de vendre des informations confidentielles, et que vous me rendiez tout l'argent que vous m'avez extorqué au fil des ans. Ils se regardèrent, incrédules. Puis Marius éclata d'un rire amer. « Tu plaisantes? Tu veux qu'on se dénonce nous-mêmes, qu'on risque la prison? C'est ça où je remets les documents à Clément demain. » Confirmai-je calmement. Un silence lourd s'installa. Je voyais leurs esprits calculer frénétiquement, chercher une échappatoire, une solution qui leur permettrait de s'en sortir sans conséquence. « Vous avez jusqu'à demain matin, 9 heures, conclus-je en me dirigeant vers la porte. Après, je ferai ce que je dois faire. Je sortis dans la nuit froide de décembre, laissant derrière moi un salon figé dans la stupeur. La neige tombait doucement sur Paris, recouvrant d'un manteau blanc les rues désertes. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais léger, déterminé. Quoi qu'il décide, je savais que j'avais repris le contrôle de ma vie. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Clément à 8h30, le dossier posé devant moi. Les minutes s'écoulaient lentement. 8h45, 8h55, 9h01, personne. À 9h05, la porte s'ouvrit brusquement. Mais ce n'étaient pas mes enfants qui entrèrent. C'était un homme que je ne connaissais pas, l'air paniqué. « Monsieur Durand, c'est une catastrophe. Les serveurs ont été piratés pendant la nuit. Toutes nos données sensibles, elles sont en train d'être transférées vers l'étranger. » Clément bondit de son fauteuil. « Quoi? Comment est-ce possible ?» L'homme jeta un regard dans ma direction, hésitant. « Parlez !» ordonna Clément. « Les codes d'accès utilisés, ils appartiennent à Axel, Marius et Mia. » Je fermai les yeux. Alors, c'était leur réponse. Ils avaient décidé de précipiter leur plan, de vendre les informations immédiatement plutôt que d'attendre le 26 décembre. Ils avaient choisi la fuite en avant plutôt que la rédemption. Clément se tourna vers moi, le visage dur. « Noah, je suis désolé, mais je dois appeler la police immédiatement. » Je hochai simplement la tête. « Faites ce que vous avez à faire, Clément. » Il décroche son téléphone. « Faites venir immédiatement Axel, Marius et Mia dans mon bureau. » Puis, se tournant vers moi, « Vous êtes sûr de vouloir être présent quand je leur annoncerai ?» Un léger sourire se dessine sur mon visage ridé. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je reste assis, impassible, tandis que Clément décroche son téléphone. Sa voix est froide, professionnelle, une voix de PDG qui s'apprête à détruire des carrières, à briser des vies, celles de mes propres enfants. 10 minutes qui semblent une éternité. Le silence dans le bureau est seulement interrompu par le tic-tac régulier de l'horloge murale et le tapotement nerveux des doigts de Clément sur son bureau en acajou. Puis des pas dans le couloir. La porte s'ouvre brutalement. Mes 3 enfants entrent, l'un après l'autre.
Axel d'abord, toujours sûr de lui malgré des cernes prononcées sous les yeux. Marius ensuite, le regard fuyant, les mains tremblantes. Mia ferme la marche, son élégant tailleur noir contrastant avec la pâleur de son visage. Ils me voient, et je lis dans leurs yeux la trahison, comme si c'était moi le traître. « Asseyez-vous », ordonne Clément d'une voix qui ne souffre aucune objection. Ils obéissent mécaniquement, évitant soigneusement mon regard. « Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ?» demande Clément en posant ses mains à plat sur le bureau. Axel, toujours le porte-parole, prend une expression confuse. « Non, monsieur le directeur, y a-t-il un problème ?» Je retiens un rire amer. Même maintenant, face à l'évidence, il continue de mentir, de jouer les innocents. Clément se tourne vers moi, un sourcil levé, comme pour me demander si je souhaite prendre la parole. Je secoue doucement la tête. C'est son entreprise, son moment. « Un problème ?» répète Clément avec une ironie glaciale. « On pourrait dire ça, oui. Nos serveurs ont été piratés cette nuit. Des informations confidentielles sont en train d'être transférées à nos concurrents. Et devinez quoi? Les codes d'accès utilisés sont les vôtres. » Le silence est assourdissant. Marius pâlit davantage, si c'est possible. Mia porte une main à sa gorge, comme si elle suffoquait soudainement. Axel, lui, reste de marbre. « Il doit y avoir une erreur », affirme-t-il avec aplomb. « Nos codes ont dû être volés. Nous n'avons rien à voir avec. » « Arrête !» l'interrompt sèchement Clément. « Nous avons tout, les preuves des détournements de fonds des 3 dernières années. Le plan de vente des informations confidentielles. Les sociétés écrans que vous avez créées. Tout. » Les yeux d'Axel se rétrécissent, calculateur. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et sans vouloir être impoli, je crois que nous devrions avoir cette conversation en présence de nos avocats. » Clément sourit froidement. « Excellente idée. J'ai justement prévenu la police économique. Ils seront là dans... » Il consulte sa montre, environ 20 minutes. Vous pourrez discuter avec eux de vos besoins juridiques. C'est à cet instant que Mia craque. Des larmes silencieuses commencent à couler sur ses joues. « Papa, » murmure-t-elle me regardant enfin. « Comment as-tu pu ?» Sa question me frappe comme une gifle. « Comment j'ai pu ? Moi ? Comment j'ai pu ?» répétai-je doucement. « Comment vous avez pu, vous, mes enfants, me mentir pendant des années, me soutirer de l'argent alors que vous viviez dans le luxe, commettre des crimes, trahir la confiance de votre employeur et me reprocher à moi de ne pas vous couvrir ?» Marius se lève brusquement, le visage déformé par la colère. « Tu ne comprends pas, on avait un plan parfait. Dans 2 jours, nous aurions eu assez d'argent pour disparaître, commencer une nouvelle vie. Sans moi, je constate calmement. Votre père qui vous a tout donné. Tu as toujours été un poids, » crache Marius avec une violence qui me fait physiquement reculer. « Toujours à nous faire la morale, à nous rappeler tes sacrifices, à jouer le père parfait. Pendant que maman était encore en vie, c'était supportable. Mais après... » « Ça suffit », tonne Clément en frappant du poing sur la table. « Je ne tolérerai pas ce genre de comportement dans mon bureau. Asseyez-vous, Marius, ou j'appelle la sécurité immédiatement. » Marius se rassoit, tremblant de rage. Un silence pesant s'installe, uniquement rompu par les sanglots étouffés de Mia. « Comment avez-vous découvert tout ça ?» demande finalement Axel s'adressant à Clément. Le PDG me jette un regard, puis hausse les épaules. « Un audit de routine. Des anomalies sont apparues. Nous avons creusé. Un mensonge pour protéger ma dignité. Je lui en suis reconnaissant. Et maintenant ?» demande Axel, la voix dénuée d'émotion. Un homme d'affaires jusqu'au bout, calculant ses options, évaluant ses pertes. « Maintenant, c'est simple, » répond Clément. « La police arrive. Vous serez arrêté, inculpé pour fraude, détournement de fonds, vol de données confidentielles et probablement une dizaine d'autres chefs d'accusation que les procureurs prendront plaisir à détailler. » Mia sanglote plus fort. Marius fixe le sol, les poings serrés. Axel, lui, me regarde droit dans les yeux pour la première fois. « Tu pourrais nous aider, » dit-il calmement. « Tu as des relations, de l'argent. Tu pourrais nous sortir de là. »
Je soutiens son regard, cherchant dans ses yeux qui me rappellent tant les miens une trace de remords, de compréhension. Je ne trouve que du calcul. « Pourquoi le ferais-je » demandai-je sincèrement. « Parce que nous sommes ta famille », répond-il comme si c'était l'évidence même. « Ton sang. » Je secoue lentement la tête. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est le respect, la loyauté, l'amour. Où étaient ces valeurs quand vous me mentiez, quand vous me voliez, quand vous m'avez exclu de votre Noël après avoir pris mon argent? Axel détourne le regard, incapable de répondre. Mia pleure toujours, le visage enfoui dans ses mains. Marius fixe obstinément le sol. « Je pourrais peut-être encore vous aider », dis-je doucement, après un long silence. « Si vous montriez le moindre signe de remords, de compréhension. » Trois pères Dieu se tournent vers moi, soudain plein d'espoir. « Vraiment ?» souffle Mia entre deux sanglots. Je hoche lentement la tête. « Dites-moi pourquoi. Pas comment vous avez monté cette fraude. Pourquoi vous m'avez menti toutes ces années. Pourquoi vous avez pris mon argent alors que vous n'en aviez pas besoin. Aidez-moi à comprendre. » Ils échangent des regards, déstabilisés par ma demande. Ce n'est pas l'aide financière ou juridique qu'ils espéraient. C'est quelque chose de bien plus difficile pour eux. La vérité. Mia est la première à parler, d'une voix entrecoupée de sanglots. Au début, c'était juste facile. Tu donnais toujours sans poser de questions. Robin avait des dettes de jeu il y a des années. Tu as payé sans hésiter. Puis, une fois, j'ai menti pour un voyage. Tu as encore payé. Et c'est devenu une habitude. Axel enchaîne la voix basse. Après le décès de maman, tu semblais perdu. Nous aider financièrement te donnait un but. Du moins, c'est ce que je me disais pour justifier mes mensonges. Puis les montants ont augmenté. J'ai divorcé, j'avais des pensions alimentaires énormes et c'était plus facile de te demander que de réduire mon train de vie. Marius, lui, reste silencieux, fixant obstinément un point invisible au-dessus de ma tête. « Et pour Noël ?» insistai-je. « Pourquoi m'exclure de votre liste de cadeaux ?» Un silence gêné s'installe. C'est finalement Mia qui répond, évitant mon regard. « Nous avons décidé que les adultes n'échangeraient plus de cadeaux cette année, pour se concentrer sur les enfants. Pourtant, vous aviez tous des cadeaux, répliquai-je. Vous vous êtes tous offert des choses. C'était l'idée de Robin, murmure-t-elle. Il a dit que tu ne remarquerais probablement pas, que tu étais trop absent, vieux. Ces mots me blessent plus profondément que je ne veux l'admettre. Je suis donc devenu cela à leurs yeux, un vieillard sénile qu'on peut voler et tromper sans conséquence. Clément, qui a observé notre échange en silence, intervient alors. La police sera là dans quelques minutes. Si vous avez autre chose à dire à votre père, c'est maintenant. Axel se redresse, reprenant contenance. Tu ne vas pas nous aider, n'est-ce pas? Demande-t-il froidement. Je le regarde longuement avant de répondre. Pas comme tu l'entends, non. Je ne vais pas vous donner d'argent ni user de mes relations pour étouffer cette affaire, mais je serai là. Je viendrai vous voir en prison. Je vous écouterai si vous souhaitez parler. Je serai votre père, même si vous avez cessé d'être mes enfants. Ses yeux s'enflamment de colère. Alors tu nous abandonnes, après tous tes beaux discours sur la famille. Je secoue la tête, las. Non, Axel, c'est vous qui m'avez abandonné il y a longtemps. Je ne fais que le réaliser aujourd'hui. Des bruits de pas résonnent dans le couloir, des voix graves, professionnelles. La police. Mia se lève d'un bond et se précipite vers moi, s'agenouillant à mes pieds dans un geste mélodramatique qui ne lui ressemble pas. « Papa, je t'en supplie », sanglote-t-elle. « Pense à tes petits-enfants. Que vont-ils devenir si nous allons en prison? Qui s'occupera d'eux ?» Je prends doucement son visage entre mes mains, essuyant ses larmes. Léa et Thomas ont 21 et 19 ans, Mia. Ils sont à l'université, mènent leur vie. Et tu ne t'en es jamais vraiment occupé de toute façon, préférant les confier à des nounous pendant que tu parcourais le monde avec Robin. Son visage se durcit soudain. Les larmes s'arrêtent net, comme un robinet qu'on ferme.
Elle se relève, me dévisageant avec un mépris qui me glace le sang. « Tu le regretteras », siffle-t-elle entre ses dents. « Quand tu seras seul dans ta maison vide, tu le regretteras amèrement. » La porte s'ouvre sur 2 officiers de police en civil, accompagnés d'uniformes. Clément se lève pour les accueillir, leur tendant un épais dossier. Ces 3 personnes sont soupçonnées de fraude, détournement de fonds et vol de données, explique-t-il calmement. Les policiers s'avancent, sortant des menottes. Je détourne le regard, incapable de supporter ce spectacle. Malgré tout ce qu'ils m'ont fait, ce sont mes enfants. Les voir ainsi menottés, emmenés comme des criminels. « Monsieur Noah », m'appelle doucement un des policiers, « nous aurons besoin de votre témoignage également. » Je hoche mécaniquement la tête, me levant avec difficulté. Mes jambes semblent avoir pris 20 ans en quelques heures. Alors qu'on emmène mes enfants, Axel se retourne une dernière fois vers moi. Son regard n'est plus empli de colère, mais de quelque chose qui ressemble presque à du respect. « Tu es plus fort que je ne le pensais », dit-il simplement avant qu'on ne l'entraîne. Ces mots résonnent en moi, tandis que je suis Clément et les policiers dans une salle de réunion où je vais devoir raconter toute l'histoire. Encore une fois, revivre la trahison. Les semaines suivantes passèrent dans un brouillard d'auditions, de visites chez des avocats et de nuits blanches. L'affaire faisait grand bruit dans les milieux d'affaires parisiens. Fraude familiale chez Durand & Associés titrait les journaux économiques. Mon nom était mentionné, bien sûr. Le père, ancien directeur financier respecté, a dénoncé ses propres enfants. Je vivais reclus dans mon appartement, ne sortant que pour les obligations légales. Les voisins me regardaient différemment, avec pitié ou suspicion, comme si la malhonnêteté était héréditaire. Les petits-enfants ne donnaient plus signe de vie. Léa m'avait envoyé un message lapidaire. « Comment as-tu pu faire ça à maman ?» Thomas, lui, avait simplement supprimé mon numéro. J'étais devenu un paria dans ma propre famille. Un matin de janvier, particulièrement froid, alors que je contemplais la Seine gelée par endroits depuis ma fenêtre, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondis-je, hésitant. « Monsieur Noah, ici la maison d'arrêt de la santé. Votre fils Marius souhaiterait vous voir. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. « Marius veut me voir ?» Il a fait une demande de visite, oui. Souhaitez-vous l'accepter? Je n'hésitais qu'un instant. Oui, quand puis-je venir? Le lendemain, je me retrouvais dans la salle des visites de la prison, attendant nerveusement que Marius apparaisse. Quand il entra enfin, escorté par un gardien, je ne pus retenir un hoquet de surprise. En quelques semaines, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Amaigri, les traits tirés, les yeux cernés, il n'avait plus rien du brillant cadre sûr de lui que j'avais toujours connu. « Bonjour, papa », dit-il doucement en s'asseyant face à moi. « Marius », répondis-je, la gorge nouée. « Comment vas-tu » Un rire sans joie lui échappa. « Comment j'ai l'air d'aller » Je baissai les yeux, mal à l'aise. « Je suis désolé. » Question stupide. Un silence s'installa. Je n'osais pas le regarder, de peur de lire dans ses yeux la haine ou pire encore, l'accusation. « Pourquoi as-tu demandé à me voir » finis-je par demander. Il soupira profondément, passant une main lasse sur son visage. « Je ne sais pas trop. Peut-être parce que tu es le seul qui soit venu. Les enfants... » Il secoua la tête. Personne, même pas mon ex-femme, pour me dire à quel point elle avait raison de me quitter. Un autre silence, plus lourd encore. « Je suis désolé, » dit-il finalement, si bas que je dus me pencher pour l'entendre. « Pardon ? Je suis désolé, » répéta-t-il, plus fort cette fois, me regardant enfin dans les yeux. « Pour tout, les mensonges, l'argent, ce qu'on a fait à l'entreprise, ce qu'on t'a fait à toi. » Je restais sans voix, ne sachant comment réagir à ces excuses inattendues. « Tu n'es pas obligé de me croire, » poursuivit-il. « Je ne te croirais pas, à ta place, mais c'est la vérité. » « Que s'est-il passé, Marius » demandai-je doucement. « Comment en êtes-vous arrivé là ?» Il baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses doigts. « C'est difficile à expliquer. Ça a commencé petit, des notes de frais exagérées. Puis Axel a découvert une faille dans le système comptable.
On s'est dit qu'on prendrait juste un peu pour arrondir les fins de mois, puis un peu plus, et encore un peu plus. Mais vous gagnez déjà tellement bien votre vie, objectai-je. Pourquoi risquer tout ça? Il eut un sourire triste. Ce n'est jamais assez, tu sais. Plus on a, plus on veut. Axel voulait toujours des voitures plus luxueuses. Mia et Robin des voyages plus exotiques. Moi, je jouais. Course, poker, tout ce qui pouvait me donner cette montée d'adrénaline. Et l'argent que vous me demandiez. Son visage exprima une véritable honte. Au début, c'était pour couvrir des dettes réelles, puis c'est devenu un jeu presque. Voir jusqu'où on pouvait aller, ce qu'on pouvait te faire croire, combien on pouvait obtenir. Sa franchise me bouleversa. Je ne m'attendais pas à de tels aveux, à une telle introspection de sa part. Robin a été le pire, continua-t-il. Il disait que tu étais un vieux fou qui méritait d'être plumé, que tu avais eu ta vie et que c'était à notre tour de profiter. Il a convaincu Mia petit à petit. Elle était contre, au début, tu sais. Elle t'aimait vraiment. Cette révélation me fit plus mal encore que tout le reste. Ma petite fille, manipulée contre moi. Et maintenant, demandai-je, que va-t-il se passer? Marius haussa les épaules avec résignation. Le procès aura lieu dans quelques mois. Mon avocat dit que je risque entre 5 et 10 ans. Axel en prendra plus. C'était son idée. Mia peut-être moins, mais Robin est aussi impliqué qu'Axel. Je suis désolé, murmurai-je, ne sachant quoi dire d'autre. Il me regarda avec étonnement. Tu es désolé? Après ce qu'on t'a fait? Tu restes mon fils, Marius, quoi que tu aies fait. Ses yeux s'emplirent de larmes, chose que je n'avais pas vue depuis son adolescence. Je ne te mérite pas comme père. Personne ne mérite ses parents, répondis-je doucement. Ni en bien, ni en mal. C'est juste la vie. Il essuya ses larmes d'un geste brusque. Axel ne veut pas te voir. Il dit que c'est entièrement ta faute si on est là. Cela ne me surprenait pas. Axel avait toujours eu cette capacité à rejeter la responsabilité sur les autres. Et Mia, son visage s'assombrit. Elle est différente. Prison pour femme de Fleury-Mérogis. Je ne l'ai pas vue depuis l'arrestation, mais les avocats disent qu'elle ne parle presque plus. Elle a demandé le divorce. Robin l'a trompée pendant des années, apparemment. Avec sa secrétaire, le cliché parfait. J'encaissais la nouvelle en silence. Ma fille, dévastée, trahie par son mari après m'avoir trahi moi. Tu pourrais aller la voir, demanda timidement Marius. Je sais qu'elle ne le demandera pas, mais je pense qu'elle a besoin de toi. Je promis que je le ferais, bien que l'idée de voir ma fille derrière des barreaux me brisa le cœur. Le temps est écoulé, annonça le gardien, s'approchant de notre table. Marius se leva à contre-cœur. Puis, dans un geste qui me prit totalement au dépourvu, il se pencha et m'étreignit maladroitement. « Merci d'être venu, papa », murmura-t-il à mon oreille. « Tu reviendras, aussi souvent que tu voudras me voir. » Promis-je, la voix étranglée par l'émotion. Alors qu'il s'éloignait, escorté par le gardien, je réalisai que, paradoxalement, c'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années, peut-être même depuis toujours. La prison pour femmes de Fleury-Mérogis était encore plus oppressante que la santé. Des murs gris, des barbelés, des miradors. L'idée que ma fille vivait désormais ici me serrait le cœur. Contrairement à Marius, Mia n'avait pas demandé à me voir. J'avais dû insister, passer par son avocat. Quand elle apparut finalement dans la salle des visites, j'eus du mal à la reconnaître. Ses longs cheveux châtains avaient été coupés courts, son visage était dépourvu de maquillage, et elle portait l'uniforme réglementaire avec une indifférence qui ne lui ressemblait pas. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda-t-elle sans préambule en s'asseyant. « Bonjour Mia », répondis-je calmement. « Je suis content de te voir. » Elle émit un son à mi-chemin, entre le rire et le sanglot. « Content de me voir? Ici? Dans cet état? Tu parles. Tu préférerais que je ne vienne pas? Demandai-je doucement. Elle détourna le regard, fixant un point invisible sur le mur derrière moi. Je ne sais pas ce que je préfère, je ne sais plus rien.
Un silence s'installa, plus inconfortable encore qu'avec Marius. Marius m'a dit pour Robin. Osais-je finalement? Je suis désolé. Elle eut un rire amer. Désolé que mon mari me trompait pendant que je te mentais et te volais. Quelle ironie. Désolé que tu souffres, corrigeai-je. Quelle que soit la raison. Ses yeux se remplirent soudain de larmes. Comment peux-tu être aussi gentil? Après tout ce qu'on a fait, je haussai les épaules, ne sachant pas vraiment moi-même. Peut-être parce que je suis trop vieux pour entretenir de la rancune, ou peut-être simplement parce que tu es ma fille, ma petite fille. Les larmes coulèrent librement sur ses joues. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ta gentillesse. Ce n'est pas une question de mérite, Mia. C'est une question d'amour. Elle pleura alors ouvertement, sans retenue, comme lorsqu'elle était enfant, et venait se réfugier dans mes bras après une chute ou une peine de cœur. J'aurais voulu la prendre dans mes bras, la bercer comme autrefois, lui dire que tout irait bien. Mais les règles de la prison étaient strictes. Pas de contact physique. Je ne sais pas comment j'ai pu devenir ça, dit-elle entre deux sanglots. Ce genre de personne qui ment, qui vole, qui trahit sa propre famille. On devient rarement ce qu'on voulait être, répondis-je doucement. La vie nous façonne, choix après choix, compromis après compromis. Tu n'es pas comme ça, toi, objecta-t-elle. Tu as toujours été droit, honnête. Je souris tristement. J'ai fait mes propres erreurs, crois-moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir ta mère à mes côtés pendant 40 ans. Elle me ramenait toujours vers la lumière quand je m'égarais. À la mention de sa mère, Mia sembla se recroqueviller davantage. Elle aurait eu tellement honte de moi. Elle aurait été triste, corrigeai-je. Mais elle t'aurait aimé quand même, comme je t'aime. Tu m'aimes encore? Demanda-t-elle avec une vulnérabilité qui me brisa le cœur. Après tout ça, je t'aimerai toujours, Mia. Rien ne pourra jamais changer ça. Elle ferma les yeux, laissant échapper un long soupir qui semblait venir du plus profond de son être. Les enfants ne veulent plus me voir. Ils disent qu'ils ont honte d'avoir une mère en prison. Laisse-leur du temps, conseillai-je. Ils sont jeunes, sous le choc, ils reviendront vers toi. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que tu es leur mère, et parce que je les y aiderai. Elle rouvrit les yeux, me regardant avec étonnement. Tu ferais ça? Tu les aiderais à me pardonner alors que je t'ai fait bien pire? Je hochai simplement la tête. C'est ce que font les familles. Elles se soutiennent, elles se pardonnent, elles guérissent ensemble. Le gardien annonça la fin du temps de visite. Mia se leva à regret, essuyant ses larmes d'un revers de main. « Tu reviendras ?» demanda-t-elle, tout comme Marius l'avait fait. « Aussi souvent que tu voudras. » Promis-je en me levant à mon tour. 2 jours plus tard, je me présentai à la maison d'arrêt de la santé pour voir Axel. Il n'avait pas demandé à me voir, bien au contraire. Mais je devais essayer, pour compléter ce voyage vers la réconciliation, ou du moins la compréhension. Contrairement à mes attentes, il accepta la visite. Quand il arriva dans la salle, son apparence me surprit. Contrairement à Marius et Mia, il semblait presque en forme. Rasé de près, cheveux coiffés avec soin, uniforme impeccable. Comme s'il assistait à une réunion d'affaires plutôt qu'à une visite en prison. « Papa » me salua-t-il froidement en s'asseyant. « Axel » répondis-je sur le même ton. « Merci d'avoir accepté de me voir. » Il haussa les épaules avec une désinvolture étudiée. « La prison est ennuyeuse. N'importe quelle distraction est bonne à prendre. » Je réprimai un soupir. Même ici, même maintenant, il jouait un rôle. Celui de l'homme fort, inébranlable. « J'ai vu Marius et Mia » annonçai-je sans préambule. Une lueur d'intérêt traversa son regard, rapidement maîtrisé. « Et alors, il souffre. Marius regrette. Mia est dévastée par la trahison de Robin. » Il eut un rire sec. « Ils ont toujours été faibles. C'est pour ça que j'ai dû prendre les choses en main. » Je fronçai les sourcils, intrigué par cette déclaration. « Que veux-tu dire? Le plan, la fraude, tout ça, expliqua-t-il avec un geste vague de la main. C'était mon idée, bien sûr. Marius était trop impulsif, trop joueur. Mia trop sentimentale. Sans moi, il n'aurait rien accompli. Tu appelles ça un accomplissement? Demandai-je,
incrédule. Être en prison, avoir trahi ton employeur, ta famille. Son sourire se fit condescendant. Tu ne comprends pas le monde moderne, papa. La loyauté, l'honnêteté, ce sont des concepts dépassés. Ce qui compte, c'est de gagner, peu importe comment. Et tu as gagné là, rétorquai-je, avec une pointe d'ironie que je ne pus réprimer. Son visage se durcit. J'ai perdu une bataille, pas la guerre. J'ai des contacts, même ici, des gens qui me doivent des faveurs. Je ne resterai pas longtemps derrière les barreaux. Et après, tu recommenceras. Il me fixa intensément, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait se confier. Je ne referai pas les mêmes erreurs si c'est ce que tu demandes. L'erreur étant de t'être fait prendre, pas d'avoir commis des crimes. Exactement, confirma-t-il sans l'ombre d'un remords. Je secouai la tête, à la fois attristé et fasciné par cet homme que j'avais élevé, ce fils que je ne reconnaissais plus. Quand as-tu changé à ce point, Axel? Quand es-tu devenu ça? Il sembla réfléchir sérieusement à ma question, ce qui me surprit. Je n'ai pas changé, papa, dit-il finalement. J'ai toujours été comme ça, calculateur, ambitieux, prêt à tout. C'est juste que pendant longtemps, j'ai joué selon les règles parce que c'était plus simple. Puis j'ai réalisé que les règles étaient faites par ceux qui avaient déjà gagné, pour empêcher les autres de les rattraper. Ta mère et moi ne t'avons pas élevé ainsi, protestai-je faiblement. Son regard se fit distant, presque nostalgique. Maman savait qui j'étais vraiment. Elle voyait à travers moi. Elle essayait de me canaliser, pas de me changer. Cette révélation me frappa comme un coup. Ma femme, ma partenaire de vie pendant 4 décennies, avait-elle vu quelque chose chez notre fils aîné que j'avais manqué? Tu n'as jamais été dupe non plus, au fond, poursuivit Axel, implacable. Tu as toujours su que j'étais différent. C'est pour ça que tu me surveillais plus que les autres, que tu étais plus exigeant avec moi. Il y avait une part de vérité dans ses propos. J'avais toujours été plus strict avec lui, justement parce qu'il semblait capable de tellement plus. Ou peut-être, inconsciemment, parce que je percevais cette noirceur en lui et espérais la contenir. Je suis venu te proposer quelque chose, dis-je après un long silence. Il haussa un sourcil, intrigué. Vraiment? J'ai parlé avec Clément et les procureurs. Si tu acceptes de témoigner contre vos complices externes, ceux qui allaient acheter les informations confidentielles, ta peine pourrait être considérablement réduite. Son visage s'illumina d'un intérêt non fin. De combien parle-t-on? 3 ans au lieu de 12, potentiellement, avec libération conditionnelle possible après 18 mois. Il se pencha en avant, soudain concentré. Et pour Marius et Mia? Je fus surpris par sa question. Je m'attendais à ce qu'il ne pense qu'à lui-même. La même offre leur a été faite, mais ils en savent moins que toi sur les contacts externes. Leur réduction de peine serait moindre. Il hocha lentement la tête, visiblement en train de calculer, d'évaluer ses options. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Pour nous? Parce que, malgré tout, vous restez mes enfants. Et parce que je crois, j'espère, qu'il y a encore quelque chose à sauver. Pour la première fois depuis le début de notre entretien, son masque de froideur et de contrôle se fissura légèrement. « Tu es un homme étonnant, papa, » dit-il doucement. « À ta place, je nous aurais laissé pourrir ici. C'est peut-être ça, la différence entre nous, » répondis-je simplement. Le gardien annonça la fin de la visite. Axel se leva, puis hésita un instant. « Je vais réfléchir à ton offre, » dit-il finalement. « Et merci d'être venu. » Ce n'étaient pas des excuses, ni même un véritable remords. Mais c'était un début, une fissure dans le mur de glace qu'il avait érigé autour de lui. En quittant la prison ce jour-là, je me sentis étrangement plus léger. Je ne pouvais pas changer le passé, je ne pouvais pas effacer les mensonges, les trahisons. Mais peut-être, juste peut-être, pouvais-je encore construire un avenir où mes enfants et moi pourrions nous reconnaître comme famille. Ce soir-là, je m'assis à mon bureau et commençai à rédiger 3 lettres. Une pour chacun de mes enfants. Non pas pour les accuser ou leur reprocher quoi que ce soit, mais pour leur raconter des souvenirs, leur rappeler qui ils étaient avant que l'avidité et les mauvais choix ne les transforment.
pour leur montrer que je n'avais pas oublié les bons moments, les éclats de rire, les petites victoires de l'enfance. Je savais que le chemin serait long, que la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais complètement. Mais je savais aussi que le pardon n'était pas tant un cadeau que je leur faisais qu'une libération pour moi-même. La neige tombait doucement sur Paris, tandis que j'écrivais, recouvrant la ville d'un manteau blanc immaculé, comme une page vierge, prête à accueillir une nouvelle histoire. À la fin de la dernière lettre, j'ajoutais une invitation. Pour Noël prochain, chez moi. Un repas simple, sans cadeau extravagant ni champagne hors de prix. Juste la chaleur d'un foyer et la chance peut-être d'un nouveau départ. Je ne savais pas s'ils accepteraient, si la justice leur permettrait d'être présents, si le temps aurait apaisé les blessures d'ici là. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Avant de me coucher ce soir-là, je sortis de mon tiroir une vieille photo de famille. Ma femme, mes 3 enfants et moi sur une plage normande, il y a une 30aine d'années, des sourires sincères, des regards complices, une famille unie, heureuse. « Je n'abandonne pas », murmurai-je à la photographie. « Pas encore, pas tant qu'il reste une chance. » Je m'endormis avec cette promesse, bercé par la conviction que même les cœurs les plus endurcis peuvent, parfois, retrouver le chemin de la rédemption. 6 mois se sont écoulés depuis cette froide journée de décembre où mes enfants ont été arrêtés. 6 mois de procédures judiciaires, d'auditions interminables, de révélations douloureuses. 6 mois pendant lesquels j'ai continué à visiter Marius et Mia chaque semaine, fidèle à ma promesse. Axel a fini par accepter le marché que je lui avais proposé. Il a témoigné contre leurs complices externes, dévoilant un réseau de fraude industrielle bien plus vaste que ce que Clément lui-même avait soupçonné. En échange, sa peine a été réduite considérablement, comme prévu. Marius et Mia ont suivi son exemple, bien qu'avec moins d'informations à offrir. Le procès s'est terminé hier. Axel a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. Marius à 2 ans, dont 1 an ferme. Mia, considérée comme moins impliquée et manipulée par Robin, a écopé de 18 mois avec sursis. Elle sortira dans quelques jours, après les 6 mois de détention préventive déjà effectués. Robin, quant à lui, a pris la fuite avant d'être arrêté. Les rumeurs le disent au Brésil ou au Costa Rica, pays sans traité d'extradition avec la France. Bien qu'une notice Interpol ait été émise, je doute qu'on le retrouve un jour. Il a toujours été lâche, préférant fuir plutôt qu'affronter les conséquences de ses actes. Aujourd'hui, je me tiens devant les portes de Fleury-Mérogis, attendant la sortie de Mia. Le ciel est d'un bleu limpide, contrastant étrangement avec l'atmosphère oppressante de la prison. D'autres familles attendent également, certaines avec des bouquets de fleurs ou des ballons. Moi, je n'ai rien apporté, sinon ma présence. Je ne sais même pas si elle veut me voir, si elle souhaite que je sois là, mais je dois essayer. La porte s'ouvre finalement. Des femmes sortent une par une, accueillies par des cris de joie, des embrassades. Je scrute chaque visage, cherchant celui de ma fille. Et soudain, elle est là. Ses cheveux ont repoussé un peu, formant un carré court qui lui donne un air plus mature. Elle porte un simple jean et un pull gris, des vêtements que son avocat lui a apportés pour remplacer l'uniforme de la prison. Elle semble perdue, scrutant la foule comme si elle cherchait quelqu'un. Puis son regard croise le mien, et elle s'immobilise. Je ne bouge pas, lui laissant le choix de s'approcher ou de partir. Pendant un instant qui semble durer une éternité, nous restons ainsi, figés dans cette étrange impasse émotionnelle. Puis, lentement, elle avance vers moi. Pas à pas, hésitante. Quand elle arrive face à moi, je remarque les nouvelles rides qui marquent son front, les cernes sous ses yeux, cette gravité nouvelle dans son regard. « Tu es venu », dit-elle simplement. « Je te l'avais promis », réponds-je. « Comment te sens-tu » Elle hausse les épaules, un geste qui me rappelle tellement la Mia adolescente. Libre, effrayée, je ne sais pas. Un silence s'installe entre nous, chargé de non-dits, de questions sans réponse. « J'ai pris une chambre d'hôtel », dit-elle finalement.
J'y resterai jusqu'à ce que je trouve un appartement. Je hoche la tête, compréhensif. Bien sûr, elle ne peut pas retourner dans la maison qu'elle partageait avec Robin. Tous leurs biens ont été saisis pour rembourser une partie des sommes détournées. Tu pourrais... Je m'éclaircis la gorge, soudain nerveux. Tu pourrais venir chez moi, le temps de te retourner. Elle me regarde, surprise. Tu voudrais ça? Vraiment? Après tout, tu es ma fille, l'interroge doucement. Ma porte sera toujours ouverte pour toi. Ses yeux s'emplissent de larmes, mais elle les retient, se mordant la lèvre inférieure dans ce geste que je connais si bien. Je ne sais pas si je peux, si j'en ai le droit, murmure-t-elle. Tu n'as pas à décider maintenant. Je la rassure. Prends ton temps. Réfléchis-y. Mon offre reste valable. Elle hoche la tête, reconnaissante. D'accord, je vais y réfléchir. Nous marchons côte à côte jusqu'à la station de taxi dans un silence qui, étrangement, n'est plus aussi inconfortable qu'avant. Tu as des nouvelles de Léa et Thomas? Demande-t-elle soudain, la voix tremblante d'espoir. Une question douloureuse. Ces enfants, mes petits-enfants, qui ont coupé les ponts avec nous deux. J'ai essayé de les contacter, réponds-je honnêtement. Léa a fini par répondre. Une fois, elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps. Et Thomas? Je secoue la tête. Rien. Mais son université est à l'étranger, tu sais. Peut-être qu'il n'a pas reçu mes messages. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge bienveillant. Thomas a choisi le silence. Et nous devons le respecter. Merci d'avoir essayé, dit-elle doucement. Un taxi s'arrête devant nous. Mia hésite, puis se tourne vers moi. Je te tiendrai au courant. Pour ta proposition. Et pour le reste, j'acquiesce. Prends ton temps. Je serai là. Elle monte dans le taxi, me faisant un léger signe de la main avant que la voiture ne s'éloigne. Je reste là, sur le trottoir, à regarder le véhicule disparaître dans la circulation parisienne. Une partie de moi aurait voulu qu'elle accepte immédiatement de venir chez moi. Une autre comprend son besoin d'espace, de temps pour reconstruire non seulement sa vie, mais aussi son identité. Car c'est bien de cela qu'il s'agit désormais. Qui est-elle, maintenant que tout ce qui définissait sa vie a volé en éclats? Je reprends ma propre voiture, garée un peu plus loin, et me dirige vers la maison d'arrêt de la santé. C'est le jour de visite de Marius et je ne veux pas être en retard. Marius a changé ces derniers mois. La prison l'a dépouillé de ses faux semblants, de cette façade de confiance arrogante qu'il affichait depuis toujours. Ce qui reste est plus authentique, bien que fragile. J'ai commencé une thérapie, m'annonce-t-il dès que nous sommes installés dans la salle des visites. Il y a un programme ici pour les détenus qui souffrent d'addiction. Je hoche la tête, encourageant. C'est une excellente nouvelle. J'aurais dû le faire il y a des années, admet-il, passant une main nerveuse dans ses cheveux qui ont commencé à grisonner aux tempes. Le jeu, ça a détruit tellement de choses dans ma vie. Mon mariage, ma relation avec mes enfants. Et maintenant, ça m'a conduit ici. Tu as enfin décidé d'y faire face, je remarque. C'est le plus important. Il acquiesce, pensif. Le thérapeute dit que c'était une forme d'autodestruction, que je cherchais à saborder ma réussite parce que, quelque part, je ne pensais pas la mériter. Cette analyse me surprend et me touche à la fois. A-t-il toujours porté ce doute en lui? Ai-je contribué, sans le vouloir, à cette insécurité fondamentale? Tu sais, continue-t-il, je me souviens de cette fois où j'avais 8 ans. J'avais gagné un concours de mathématiques à l'école. Tu m'as offert cette montre que j'ai gardée jusqu'à ce que je la vende pour payer des dettes de jeu. Ma gorge se serre au souvenir. Une simple Swatch, rien d'extraordinaire, mais je l'avais choisie avec tant de soin. Tu m'as dit ce jour-là que tu étais fier de moi, poursuit-il, les yeux brillants. Et pendant des années, j'ai essayé de retrouver ce sentiment, d'être à la hauteur de cette fierté. Puis j'ai commencé à perdre, à faire des erreurs. Et au lieu d'y faire face, j'ai fui. Dans le jeu, dans les mensonges. Marius, dis-je doucement, tu n'avais pas besoin de gagner des concours ou d'être parfait pour mériter ma fierté.
Il sourit tristement. Je le sais maintenant. Ou plutôt, j'essaie de l'accepter. Nous parlons ensuite de sujets plus légers. De ses projets pour sa sortie, dans 6 mois environ. Des cours qu'il suit en prison, comptabilité, ironiquement, mais aussi littérature française, une passion d'enfance qu'il avait abandonnée. J'ai une faveur à te demander, dit-il alors que notre temps touche à sa fin. Pourrais-tu contacter mon ex-femme, lui demander si les enfants accepteraient peut-être de me rendre visite, juste une fois? Je promets d'essayer, bien que je doute du résultat. Son ex-femme, Caroline, m'a clairement fait comprendre qu'elle souhaitait couper tout lien avec notre famille, dysfonctionnelle, comme elle l'appelle. « Et Axel ?» demande Marius, alors que le gardien signale la fin de la visite. « Comment va-t-il » Je soupire. Toujours Axel. Il s'adapte à sa manière. Il a déjà créé un réseau en prison, obtenu des privilèges que les autres détenus n'ont pas. Marius secoue la tête, mi-amusé, mi-consterné. Certaines choses ne changent jamais, hein? Non, approuvai-je. Mais d'autres changent. Toi, par exemple. En mieux. Son sourire, alors qu'il se lève pour suivre le gardien, est la plus belle récompense que je pouvais espérer. La visite à Axel est toujours différente. Contrairement à Marius et Mia, il n'a jamais vraiment exprimé de remords. Il a fait ce qu'il fallait pour réduire sa peine, mais toujours avec ce détachement calculateur qui le caractérise. Le grand jour approche pour Mia, remarque-t-il, lorsque je m'assieds face à lui. Elle est déjà sortie, confirmai-je. Ce matin, il hoche la tête, songeur. Elle va avoir du mal. Le monde extérieur peut être cruel pour les ex-détenus, surtout ceux impliqués dans des affaires médiatisées comme la nôtre. Je lui ai proposé de venir chez moi, dis-je. Elle réfléchit. Axel hausse un sourcil surpris. Généreux de ta part. C'est ma fille, réponds-je simplement. Et je suis ton fils, réplique-t-il avec une pointe d'amertume. Pourtant je n'ai pas eu droit à la même offre. Je le regarde droit dans les yeux. Tu n'en aurais pas voulu. Tu as toujours été trop fier, trop indépendant. Il soutient mon regard un instant, puis éclate d'un rire surprenamment sincère. Touché, tu me connais bien finalement. J'ai essayé, dis-je doucement. Pas toujours avec succès, mais j'ai essayé. Un silence s'installe entre nous. Moins hostile qu'auparavant, mais toujours empreint d'une certaine tension. J'ai quelque chose à te dire, annonce-t-il finalement. Quelque chose que tu devrais savoir. Son ton sérieux m'inquiète immédiatement. Je t'écoute. Robin n'est pas au Brésil, déclare-t-il abruptement, ni au Costa Rica. Il est en Thaïlande, à Phuket plus précisément. Il y a acheté une villa au nom d'une société écran. Je le fixe, stupéfait. Comment sais-tu ça? Un sourire énigmatique étire ses lèvres. J'ai mes sources, même ici. Pourquoi me dis-tu ça? Il hausse les épaules avec une fausse désinvolture. Mia mérite de savoir où se cache celui qui l'a trahi. Pas toi? Je réfléchis un instant. Qu'est-ce que tu suggères? Que je le dénonce? Ce serait une possibilité, dit-il nonchalamment. Ou tu pourrais utiliser cette information d'une autre manière. Plus créative. Je ne suis pas comme toi, Axel, réponds-je fermement. Je ne manipule pas les gens. Il sourit de nouveau, mais cette fois avec une lueur presque admirative. Non, en effet. C'est peut-être pour ça que, malgré tout, je te respecte. Cette déclaration me prend au dépourvu. Axel ne m'a jamais dit quelque chose d'aussi sincère, d'aussi personnel. Merci, dis-je simplement, ne sachant quoi ajouter. Il balaie mes remerciements d'un geste de la main, comme gêné par ce moment de vulnérabilité. Ne le prends pas trop à cœur. Je respecte aussi certains adversaires que j'ai vaincus en affaires. Et voilà, le masque est de retour. L'Axel froid, calculateur, qui garde ses émotions sous clé. Pourtant, alors que le gardien nous signale la fin de la visite, il me regarde avec une intensité inhabituelle. « Tu reviendras la semaine prochaine ?»« Comme toujours », confirmai-je. Il hoche la tête, satisfait. « Bien, j'aurai peut-être d'autres informations intéressantes à te partager. » Je ne peux m'empêcher de sourire.
Même en prison, même déchu de son pouvoir, Axel reste Axel, toujours en train de manœuvrer, de négocier, d'échanger des informations contre des faveurs. Mais pour la première fois, j'ai l'impression qu'il le fait non pas contre moi mais avec moi. Un petit pas, peut-être, mais un pas néanmoins. Le soir même, je suis chez moi, dans mon salon, réfléchissant à ce qu'Axel m'a révélé sur Robin. Dois-je en parler à Mia, contacter les autorités, ou simplement garder cette information pour moi, pour le moment? Mon téléphone sonne, interrompant mes réflexions. Un numéro inconnu. Allô? Papa? C'est moi, Mia. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Mia, comment vas-tu? Je me demandais si ta proposition tient toujours, dit-elle d'une voix hésitante, pour rester chez toi quelque temps. Bien sûr, réponds-je immédiatement. Quand veux-tu venir? Un silence, puis, maintenant, je suis devant chez toi, en fait. Surpris, je me précipite à la fenêtre. Et effectivement, elle est là, debout sur le trottoir, son téléphone à l'oreille, un petit sac de voyage à ses pieds. Elle lève les yeux, me voit et fait un petit signe de la main, incertain. J'arrive tout de suite, dis-je avant de raccrocher. Je dévale les escaliers, ouvre la porte d'entrée, et la voilà, ma fille. Elle semble si vulnérable, si loin de la femme confiante et élégante qu'elle était avant tout cela. Je ne savais pas où aller, avoue-t-elle, les yeux baissés. L'hôtel était froid, impersonnel, et je ne pouvais pas supporter d'être seul ce soir. Sans un mot, je m'avance et pour la première fois depuis son arrestation, je la prends dans mes bras. Elle se raidit d'abord, puis se détend progressivement, jusqu'à finalement me rendre mon étreinte avec une force désespérée. « Bienvenue à la maison », murmurai-je. Les jours deviennent des semaines. Mia s'installe dans la chambre d'Ami, celle qui était la sienne durant son adolescence. Nous trouvons un rythme, une routine. Elle cherche du travail le jour, difficile avec son casier judiciaire, et le soir, nous dînons ensemble parlant de tout et de rien. Progressivement, les sujets douloureux s'invitent à notre table. Robin, les enfants, la fraude, la prison. Nous parlons, nous pleurons parfois, nous rions même, occasionnellement, de l'absurdité de certaines situations. Un matin, alors que nous prenons le petit déjeuner, elle me demande abruptement « Crois-tu qu'on puisse vraiment changer, au fond de soi ?» Je pose ma tasse de café, réfléchissant sérieusement à sa question. Je crois qu'on peut évoluer, oui, devenir une meilleure version de soi-même. Mais changer complètement? Je ne sais pas. Elle hoche la tête, songeuse. J'essaie de comprendre comment j'en suis arrivé là, comment j'ai pu trahir mes valeurs à ce point. Les compromis, réponds-je doucement. On commence par un petit, puis un autre, un peu plus grand. Et avant qu'on s'en rende compte, on ne se reconnaît plus, achève-t-elle. Nos regards se croisent, emplis d'une compréhension mutuelle. Je veux retrouver celle que j'étais, déclare-t-elle fermement. Ou plutôt, devenir celle que j'aurais dû être. Une personne dont mes enfants pourront à nouveau être fiers. Je souris, touché par sa détermination. Tu y arriveras. Pas en un jour, ni même en un an, mais petit à petit. Elle me rend mon sourire, le premier véritable sourire que je vois sur son visage depuis des mois. Avec ton aide, toujours, promets-je. Ce soir-là, alors qu'elle est déjà couchée, mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. « Grand-père, c'est Léa. Est-ce qu'on pourrait parler ?» Mon cœur s'emballe. Léa, ma petite fille, qui rompt enfin son silence. Je lui réponds immédiatement, proposant un appel vidéo ou une rencontre, selon ce qui la mettrait le plus à l'aise. Sa réponse arrive quelques minutes plus tard. Café des artistes, demain, 15h. J'accepte avec joie, puis hésite. Dois-je prévenir Mia? Après réflexion, je décide d'attendre. Voir d'abord ce que veut Léa. Comprendre ses intentions avant de donner de faux espoirs à sa mère. Le Café des artistes est un lieu branché du Marais,
fréquenté principalement par des étudiants et de jeunes créatifs. J'y arrive en avance, nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Je choisis une table dans un coin discret, commandant un simple café pour patienter. À 15h05 exactement, elle entre. Léa, 21 ans, la copie presque conforme de sa mère au même âge. Grande, élancée, des cheveux châtains coupés courts et un style vestimentaire artistique qui reflète ses études en design de mode. Elle me repère immédiatement, hésitant un instant avant de s'avancer vers ma table. Je me lève pour l'accueillir, incertain du protocole. Dois-je l'embrasser, lui serrer la main? Elle résout mon dilemme en m'offrant une brève étreinte, à peine plus qu'un effleurement, avant de s'asseoir face à moi. « Merci d'être venu », dit-elle, jouant nerveusement avec les bracelets qui ornent son poignet. « Je suis heureux que tu m'aies contacté », réponds-je sincèrement. « Tu m'as manqué. Vous m'avez manqué, Thomas et toi. » Elle hoche la tête, évitant mon regard. « Comment va, maman ?» « Elle va. Elle essaie d'aller mieux, » réponds-je prudemment. « Elle est chez moi pour le moment, le temps de se reconstruire. » Cette information semble la surprendre. « Elle vit avec toi? Après tout ce qu'elle t'a fait ?» Je hausse les épaules. « Elle reste ma fille, et elle a payé pour ses erreurs. » Léa secoue la tête, incrédule. « Je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux pardonner aussi facilement? » « Ce n'est pas facile, » corrigeai-je doucement. « Et ce n'est pas instantané. C'est un processus, jour après jour. Mais le pardon n'est pas tant pour elle que pour moi. Pour avancer, plutôt que de rester prisonnier de la colère et de l'amertume. » Elle médite mes paroles en silence, sirotant le thé qu'elle vient de commander. « Thomas ne voulait pas que je vienne, » avoue-t-elle finalement. « Il dit que vous nous avez tous trahis, que nous ne devrions plus jamais vous parler. Et toi, qu'en penses-tu » demandai-je directement. Ses yeux, les mêmes que ceux de Mia, s'emplissent de larmes contenues. Je ne sais pas. J'ai tellement de colère en moi. Contre maman, contre mes oncles, contre papa qui a fui comme un lâche. Mais aussi, l'encourageai-je. Contre toi, murmure-t-elle, pour les avoir dénoncés, pour avoir détruit notre famille. Sa franchise me blesse, mais je l'apprécie en même temps. Je comprends, vraiment. J'ai dû faire un choix impossible ce jour-là. Et je ne peux pas te garantir que c'était le bon. Pourquoi l'as-tu fait ? Demande-t-elle, me regardant enfin directement. Tu aurais pu simplement couper les ponts avec eux, les déshériter, mais les envoyer en prison. Je réfléchis longuement à ma réponse, voulant être complètement honnête avec elle, parce que je crois qu'ils avaient besoin de confronter les conséquences de leurs actes pour avoir une chance de changer, de guérir. Elle fronce les sourcils, sceptique. Tu les as envoyés en prison pour leur bien ? Pas seulement, admets-je. J'étais aussi en colère, blessé, et je voulais qu'ils ressentent une fraction de la douleur qu'ils m'avaient infligée. Ma sincérité semble la désarmer. Au moins, tu ne prétends pas être un saint. Je souris légèrement. Loin de là. Juste un vieil homme qui a fait de son mieux dans une situation impossible. Nous continuons à parler de sa vie, de ses études, de ses projets d'avenir. Progressivement, la tension s'apaise. Ce n'est pas un retour complet à notre relation d'avant, mais c'est un début. Est-ce que... Elle hésite, se mordant la lèvre. Est-ce que maman aimerait me voir, tu crois ? Mon cœur se gonfle d'espoir. Plus que tout au monde. Je rentre chez moi le cœur léger, impatient d'annoncer la bonne nouvelle à Mia. Mais en ouvrant la porte de l'appartement, je suis accueilli par un silence inquiétant. « Mia » appelai-je, parcourant les pièces une à une. Je la trouve finalement dans sa chambre, assise sur son lit, fixant intensément son ordinateur portable. « Mia, tout va bien ?» Elle lève vers moi un visage ravagé par les larmes, mais ses yeux brillent d'une lueur que je n'y ai pas vue depuis longtemps. De la détermination, presque de la férocité. « J'ai trouvé Robin », annonce-t-elle d'une voix étrangement calme. Je me fige, surpris. « Comment ?»« Axel », répond-elle simplement. Il m'a envoyé un email, via son avocat, avec l'adresse exacte de Robin à Phuket. Des photos de sa villa, du restaurant qu'il a ouvert là-bas.
de la femme thaïlandaise qui partage maintenant sa vie. Je m'assieds lentement à côté d'elle, observant les images sur l'écran. Robin, bronzé, souriant, posant devant un établissement de plage nommé le Paradis Français. À son bras, une jeune femme d'une vingtaine d'années, magnifique. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demandai-je doucement. Elle ferme brusquement l'ordinateur. « Je vais le dénoncer, bien sûr. Contacter Interpol, les autorités thaïlandaises, tous ceux qui pourraient le ramener ici pour qu'il affronte la justice. »« Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» questionnai-je, prudent. Elle me regarde avec surprise. « Bien sûr. Cet homme m'a trahi, manipulé, poussé à trahir ma propre famille. Il mérite d'être puni. »« Sans aucun doute, approuvai-je. Mais es-tu certaine que c'est pour la justice que tu veux le faire ou pour la vengeance ?» Ma question l'a fait hésiter. Quelle importance? Le résultat sera le même. Pour lui, peut-être, mais pas pour toi. Elle fronce les sourcils, ne comprenant pas où je veux en venir. Que suggères-tu? Que je le laisse s'en tirer? Qu'il profite tranquillement de sa nouvelle vie pendant que nous souffrons des conséquences de nos actes? Je secoue la tête. Non, je pense qu'il doit être tenu responsable. Mais je crois aussi que tes motivations importent, pour ta propre guérison. Elle reste silencieuse un long moment, méditant mes paroles. Puis, elle soupire profondément. Peut-être as-tu raison. Peut-être dois-je d'abord faire la paix avec moi-même avant de chercher à me venger de Robin. Je pose une main rassurante sur son épaule. Tu as le temps de réfléchir, les informations ne s'envoleront pas. Elle hoche la tête, puis me regarde avec curiosité. Tu étais sorti? Tu semblais heureux en rentrant. C'est le moment. J'ai vu Léa aujourd'hui. Ses yeux s'écarquillent, son corps se fige. Léa? Ma Léa? Elle m'a contacté hier soir. Nous avons pris un café ensemble. Comment va-t-elle? Demande-t-elle d'une voix tremblante. Est-ce qu'elle a parlé de moi? Elle va bien. Elle continue ses études de design. Et oui, elle a demandé de tes nouvelles. Mia porte une main à sa bouche, étouffant un sanglot. Vraiment? Elle ne me déteste pas complètement? Je m'approche, l'enveloppant d'un bras réconfortant. Elle est en colère, confuse, mais non, elle ne te déteste pas. En fait, presse-t-elle, le regard rempli d'espoir. Elle aimerait te voir, bientôt. Mia éclate en sanglots, mais ce sont des larmes de joie, de soulagement. Quand? Où? Elle propose ce week-end, ici, si tu es d'accord. Un déjeuner simple sans pression. Oui, s'exclame-t-elle immédiatement. Bien sûr que je suis d'accord. Son enthousiasme me réchauffe le cœur. Pour la première fois depuis cette terrible journée de décembre, je vois une lueur d'espoir authentique dans ses yeux. Et Thomas? Demande-t-elle, plus hésitante. A-t-elle parlé de lui? Je ne veux pas lui mentir. Il a besoin de plus de temps apparemment, mais Léa est en contact avec lui, c'est un début. Elle hoche la tête, compréhensive malgré sa déception évidente. Bien sûr, je comprends. Je suis déjà tellement reconnaissante pour Léa. Elle s'interrompt, regardant à nouveau l'ordinateur fermé, puis moi. Je crois que je vais attendre, pour Robin, voir comment se passe cette rencontre avec Léa d'abord, réfléchir à ce que je veux vraiment. Je pense que c'est sage, approuvai-je. Ce soir-là, pour la première fois depuis qu'elle vit chez moi, c'est Mia qui prépare le dîner. Rien d'extraordinaire, une simple salade composée et des pâtes à la carbonara. Mais le geste est symbolique. Elle reprend progressivement le contrôle de sa vie, retrouve une forme d'initiative. Pendant le repas, elle me parle d'une annonce d'emploi qu'elle a repérée. Un petit atelier de communication cherchant quelqu'un pour gérer leurs réseaux sociaux. Un poste modeste, bien en deçà de ses qualifications et de son ancien salaire. Mais un nouveau départ. Je n'ai pas précisé mon passé récent dans ma candidature, avoue-t-elle. Mais je compte être honnête lors de l'entretien, si j'en obtiens un. C'est la bonne approche, l'encourageai-je. La transparence est toujours préférable, même si elle fait peur. Elle sourit, reconnaissante pour mon soutien. Qui aurait cru qu'à mon âge,
Je prendrai encore des leçons de vie de mon père. Je ris doucement. On n'arrête jamais d'apprendre. Moi le premier. Les mois suivants apportent leur lot de hauts et de bas. L'entretien de Mia se passe étonnamment bien, son honnêteté touchant la jeune directrice de l'atelier, elle-même fille d'un ex-détenu, et elle obtient le poste. Léa vient déjeuner régulièrement, d'abord tendue et sur ses gardes, puis progressivement plus détendue, plus ouverte. Marius poursuit sa thérapie en prison, écrivant de longues lettres à ses enfants qui, après des mois de silence, commencent enfin à répondre. Timidement, avec réserve, mais c'est un début. Axel reste Axel, manipulateur, calculateur, mais même lui montre des signes subtils d'évolution. Il a commencé à donner des cours de finance et d'entrepreneuriat à ses co-détenus, canalisant son intelligence et son charisme dans quelque chose de constructif pour une fois. Quant à Robin, Mia a finalement décidé de transmettre les informations aux autorités, mais sans acharnement, sans haine. « Ce n'est plus pour me venger », m'a-t-elle expliqué. « C'est juste pour que justice soit faite. » Pour pouvoir vraiment tourner la page. 1 an jour pour jour après l'arrestation de mes enfants, nous nous retrouvons tous à table. Mia, libre et travaillant maintenant comme responsable de communication. Marius, en liberté conditionnelle depuis 2 semaines, sobre et déterminé à le rester. Et même Axel, bénéficiant d'une permission exceptionnelle pour ce dîner familial. Léa est là aussi, ainsi que son frère Thomas, qui a finalement accepté de renouer le contact après des mois d'obstination. Les enfants de Marius ont décliné l'invitation, mais ont envoyé une carte, un petit geste qui a néanmoins ému leur père aux larmes. Le dîner n'est pas parfait. Il y a des silences gênés, des sujets soigneusement évités, des tensions latentes. Mais il y a aussi des rires, des souvenirs partagés, des projets évoqués. Alors que je regarde autour de moi, ces visages marqués par l'épreuve, mais animés d'une détermination nouvelle, je réalise que ma famille n'est pas guérie, pas complètement. Les cicatrices resteront toujours visibles. La confiance, une fois brisée, ne se répare jamais à l'identique. Mais nous sommes là, ensemble, imparfaits, fragiles, mais présents les uns pour les autres. Et peut-être que c'est ça, finalement, la définition d'une vraie famille. Non pas celle qui ne tombe jamais, mais celle qui trouve la force de se relever, encore et encore. Je lève mon verre, attirant l'attention de tous. À nous, dis-je simplement, à notre nouvelle chance. Ils lèvent leurs verres à leur tour, et dans leurs yeux, je vois briller quelque chose qui ressemble à de l'espoir, de la gratitude, et peut-être même, timidement, de l'amour. Ce Noël, pour la première fois depuis longtemps, je ne serai pas seul. Et sur la liste des cadeaux, mon nom y figure à nouveau. Non pas pour ce que je peux donner matériellement, mais pour ce que je représente désormais pour eux. Un phare dans la tempête, un rappel que même dans les moments les plus sombres, le pardon et la rédemption restent possibles. La route sera encore longue, semée d'embûches, de doutes, peut-être même de rechutes. Mais nous la parcourons ensemble, pas à pas, jour après jour. Une famille reconstruite, non pas sur l'illusion de la perfection, mais sur la réalité de notre humanité partagée, avec ses faiblesses et sa grandeur. Et c'est peut-être, après tout, le plus beau des cadeaux. Cher spectateur, si tu as suivi mon histoire jusqu'ici, je tiens à te remercier du fond du cœur. Parfois, la vie nous met face à des choix impossibles, des situations où chaque décision semble mauvaise. J'ai choisi de ne pas couvrir les erreurs de mes enfants, même si cela signifiait les voir souffrir. Ce n'était pas par cruauté, mais par amour. Un amour assez fort pour dire non, pour imposer des limites, pour exiger mieux d'eux. Si cette histoire a trouvé un écho en toi, si tu as déjà dû faire des choix difficiles par amour, j'aimerais que tu partages ton expérience dans les commentaires. Et si tu as apprécié ce récit, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour d'autres histoires qui, comme celle-ci, parlent de nos luttes quotidiennes, de nos chutes et de nos rédemptions. Car au fond, nous sommes tous imparfaits, tous en quête de sens et d'amour.
Et c'est en partageant nos expériences que nous nous rappelons que, malgré nos différences, nous partageons tous la même humanité. Merci encore, et à bientôt.